Alors, imaginons la scène. Une étudiante dans une très grande université doit rendre un mémoire de, disons, 15 pages. Ouais, un gros travail. Voilà, sur les causes économiques de la Révolution française, par exemple. Et elle soumet son document. La grammaire est absolument impeccable. L'argumentation est bien structurée, j'imagine. Ah, mais brillamment structurée. Les dates sont exactes, les transitions sont ultra fluides. D'ailleurs, le logiciel anti-triche de la fac affiche un beau score parfait de 0% de contenu copié. Donc sur le papier, c'est un travail 100% original. C'est ça. Le seul détail un peu troublant dans toute cette histoire, c'est que la rédaction entière de ces 15 pages a pris très exactement 14 secondes. Et le plus fascinant, enfin le plus inquiétant peut-être, c'est que cette scène, c'est pas du tout tiré d'un roman de science-fiction. Non, c'est clair. C'est la réalité quotidienne, en ce moment même, dans la grande majorité des établissements. C'est une révolution hyper silencieuse, mais qui est vraiment en train de fracturer les fondations même de notre système éducatif. Et c'est précisément la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va plonger au cœur des données, des analyses et des retours de terrain qu'on a sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur l'éducation. Exactement. Et l'objectif ici, c'est pas de faire le procès de la technologie, hein. Non, pas du tout. L'objectif, c'est de comprendre une urgence vitale. Et c'est une urgence qui fait plus aucun doute aujourd'hui. On veut comprendre pourquoi la formation massive et immédiate des enseignants à ces outils d'IA, c'est plus une simple option. C'est clair. C'est littéralement la condition absolue pour sauver la valeur de l'enseignement. Il faut vraiment marteler cette importance capitale. Complètement. Et d'ailleurs, il y a un terme très précis qui ressort tout le temps de l'analyse de cette situation, c'est le déphasage. Le déphasage, oui. Un déphasage profond entre l'enseignant et l'étudiant. En fait, d'un côté, on a une génération d'apprenants qui a intégré ces outils génératifs dans son quotidien cognitif avec une aisance assez déconcertante. Ouais, c'est hyper naturel pour eux. Bah oui, et de l'autre côté, on a un corps professoral qui, faute de formation institutionnelle adéquate, continue d'évaluer les compétences avec les méthodes du siècle dernier. Mais avant d'aller plus loin, faut se poser la question qui revient genre tout le temps dans les débats. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu exagéré? C'est vrai qu'on l'entend souvent, celle-là. Là oui, je veux dire, dans les années 80, on disait que la calculatrice scientifique allait détruire les maths. Dans les années 2000, c'était Wikipédia et Google qui allaient tuer la recherche. Ouais, la fin du monde à chaque fois. C'est ça. Du coup, pourquoi est-ce que l'arrivée de l'IA générative serait si différente d'un étudiant qui utilise juste un nouvel outil pour gagner du temps? C'est pas juste une évolution logique? Bah, c'est un excellent point de comparaison. Mais pour le coup, la mécanique derrière est radicalement différente. La calculatrice, ça automatise le calcul, Ok. donc l'exécution d'une règle stricte, quoi. Et Wikipédia, ça facilite juste l'accès à une information qui a déjà été rédigée par un humain. Ouais, on va juste chercher l'info plus vite. Exactement. Alors que l'IA générative, elle automatise l'articulation de la pensée. C'est pas du tout pareil. Elle donne pas accès à un texte qui existe déjà, elle génère un raisonnement sur commande. Et la différence est abyssale, en fait. Ah ouais, je vois. Avec la calculatrice, l'étudiant doit quand même savoir quelle formule appliquer. C'est ça. Alors qu'avec l'IA, l'étudiant délègue la structuration même de sa réflexion. Et c'est pour ça que ce fameux déphasage est si dangereux. Parce que l'autorité pédagogique de l'enseignant, elle repose sur sa capacité à comprendre le terrain de jeu. Et si le prof sait pas comment ça marche? S'il ignore comment ces outils fonctionnent, comment les instructions, ce qu'on appelle les prompts, sont rédigées par les étudiants pour contourner la difficulté, tout le rapport de transmission s'effondre. Ah, j'aime bien une image qui était dans nos sources. C'est comme si on organisait une course où les étudiants sont au volant de voitures de sport, genre des Ferrari. Oui. Et pendant ce temps, les enseignants sont à vélo. Et le pire, c'est qu'ils savent même pas que les voitures de sport existent. C'est exactement ça. Et donc, l'enseignant perd toute sa crédibilité. Il se tient devant sa classe, il est persuadé de donner un exercice qui va demander 4 heures de réflexion à la maison. Alors que la moitié de l'amphi sait très bien que l'IA va torcher le truc en 2 minutes pendant qu'ils prendront un café. Voilà. Et c'est psychologiquement intenable pour la dynamique d'une classe. Mais du coup, ça soulève une vraie question technique. Comment ça fonctionne réellement, cette génération de texte? Parce qu'on entend des mots comme grand modèle de langage ou LLM. Ouais, c'est les termes à la mode. Mais concrètement, sous le capot, il se passe quoi pour que le résultat soit aussi bluffant? Alors, pour comprendre ça sans rentrer dans un jargon informatique trop lourd, faut imaginer le système de saisie prédictive qu'on a tous sur nos téléphones. Ah, quand on tape un texto et que ça suggère le mot d'après. Exactement. Un grand modèle de langage, c'est basiquement cette saisie prédictive, mais sous stéroïdes. C'est entraîné sur une quantité de texte qui représente une immense partie de tout ce qui a été écrit par l'humanité. Donc l'IA, elle comprend pas vraiment le sens de ce qu'elle raconte.
pas du tout, pas au sens humain du terme. En fait, elle calcule. De manière purement probabiliste, elle calcule quel mot a le plus de chances d'apparaître après le précédent, selon le contexte qu'on lui a donné. C'est hyper important de le souligner, ça. C'est pas une immense base de données où la machine va faire un copier-coller d'un paragraphe caché. Non, pas du tout. C'est une création instantanée, mot par mot, basée sur des probabilités mathématiques. C'est ça, et c'est justement cette nature probabiliste qui rend complètement obsolète une grande partie de la pédagogie classique. Pensons aux dissertations à la maison, aux fiches de lecture, aux exposés écrits. Ouais, tout ce qu'on a tous fait à l'école, quoi. Historiquement, l'objectif de ces devoirs, ça n'a jamais été la production du document en soi. Enfin, le monde n'a pas besoin d'une énième dissertation sur la Révolution française. Non, c'est clair. L'objectif, c'est le processus. C'est cette fameuse friction cognitive. Exactement. C'est la frustration quand on est devant la page blanche, quand on cherche ses arguments, quand on doit raturer parce que la transition marche pas. En fait, c'est comme aller à la salle de sport. J'aime beaucoup cette métaphore. Le but, c'est pas de déplacer un bout de fonte de gauche à droite. Le but, c'est la micro-déchirure du muscle qui va le renforcer. Et là, si la machine fait la réflexion à la place de l'étudiant, l'effort est totalement contourné. C'est comme si on payait quelqu'un d'autre pour aller faire du sport à notre place, quoi. C'est ça, acte. Les connexions neuronales, elles se forment pas. Et c'est dramatique parce que l'apprentissage, il est biologique avant d'être académique. Le cerveau a vraiment besoin de cette friction pour structurer l'information. Ouais. Et donc, si les profs, par manque de formation, continuent de donner ces devoirs maison classiques, ils mesurent plus du tout le développement cognitif. Au mieux, ils évaluent la capacité de l'étudiant à taper une bonne requête sur ChatGPT. Et ça nous amène à un énorme problème de contrôle. Parce que, si l'étudiant contourne l'effort, avant, on appelait ça juste de la triche. Bah oui, le bon vieux plagiat. L'étudiant recopiait une encyclopédie ou volait le devoir d'un pote de l'année d'avant. Mais les règles étaient claires et on avait des logiciels pour s'en protéger. Tout à fait. Mais là, vu que l'IA génère un texte unique mot par mot, comment les logiciels anti-plagiat y font? Si la machine s'exprime jamais deux fois pareil, le logiciel doit être complètement perdu, non? Oui, il gère pas, ou alors très très mal. C'est ce que les rapports actuels appellent le plagiat invisible ou le plagiat assisté par IA. Plagiat invisible, le terme fait peur. C'est clair. Pour bien capter la différence, il faut comparer l'ancien logiciel anti-plagiat à un scanner d'empreintes digitales. Ok, je vois. Le prof insère le texte et le logiciel fouille sa base de données mondiale pour trouver une empreinte strictement identique. S'il la trouve, bip bip, l'alarme sonne. Copier-coller grillé. Ça, c'est le scanner d'empreinte. Mais avec l'IA, du coup. Avec l'IA, la dynamique change totalement. L'IA, c'est pas un cambrioleur qui laisse ses empreintes. C'est plutôt comme un portraitiste hyper talentueux à qui tu décris un visage. Ah, intéressant. Le portraitiste, il te dessine un visage tout neuf. Ça ressemble à ce que tu as demandé, mais ce dessin précis n'existe dans aucun fichier de police au monde. Donc, quand tu passes ce dessin au scanner d'empreintes... Le résultat est négatif. Le logiciel dit 0% de plagiat. Exactement, 0%. Et c'est terrifiant pour un prof. Son système d'alerte, sur lequel il se repose depuis des années, devient aveugle du jour au lendemain. Surtout s'il n'est pas formé. Il regarde le devoir, il voit que le logiciel dit que c'est bon, et il se dit « super, c'est un travail authentique », alors que l'étudiant n'a pas réfléchi une seconde. Et c'est précisément là que l'absence de formation devient une urgence absolue. Un enseignant formé, lui, il saura qu'il ne peut plus faire confiance à ses scanners d'empreintes. Il va repérer d'autres choses. Voilà, il va apprendre à reconnaître les indices d'un texte généré. Parce que la machine a quand même ses propres tics de langage. Genre quoi? C'est trop lisse? C'est souvent ça. Une structure hyper lisse, une argumentation un peu trop prévisible. Il y a aussi l'utilisation systématique de certains mots de liaison ou un ton étrangement neutre. Il n'y a pas la voix de l'étudiant ou ses petites maladresses habituelles. C'est trop parfait, en fait. Voilà. Mais sans formation, le prof peut pas voir ces nuances. Il est juste face à une boîte noire. Ce qui soulève un truc systémique monumental, parce que c'est plus juste un problème de triche dans une classe. Si les évaluations sont faussées à grande échelle, si les jeunes n'acquièrent plus les compétences analytiques de base. Ouais, ça va loin. Oui. Que se passe-t-il au moment de donner les diplômes? On est en train de distribuer des bouts de papier qui certifient plus grand-chose. C'est l'intégrité même de l'université qui vacille. Faut bien comprendre que la valeur d'un diplôme, ça repose sur la confiance. Les entreprises, la société, elles font confiance à l'école pour dire « ce jeune sait réfléchir, synthétiser, résoudre des problèmes ». Et si l'évaluation devient juste une formalité où on note la perf d'une machine? Le diplôme, c'est plus qu'une coquille vide. L'institution perd toute sa crédibilité. C'est pour ça qu'il faut vraiment marteler encore et encore que la formation des enseignants, c'est pas un petit bonus de développement personnel, c'est indispensable. C'est le seul rempart. Mais heureusement, les sources montrent aussi des solutions.
La voie de sortie, elle passe par une vraie restructuration de la pédagogie et ça s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est tout simplement comprendre. Absolument. Et comprendre, ça ne veut pas dire que chaque prof devienne un ingénieur en intelligence artificielle, hein. Heureusement. C'est ça. Il s'agit d'acquérir une culture numérique de base, comprendre la nature probabiliste qu'on a vue, les capacités de l'outil, mais surtout ses limites. Et l'une des limites les plus fascinantes, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Ah oui, les hallucinations. Faut qu'on en parle parce que c'est une faille énorme. Comment une machine aussi intelligente peut halluciner? Ça revient à sa façon de marcher, la saisie prédictive géante. L'IA, elle n'a pas de base de données de la vérité absolue. Elle cherche juste le mot le plus probable statistiquement. Ok. Donc si on lui pose une question hyper pointue sur un événement historique obscur, elle va juste assembler des mots qui ont l'air crédibles ensemble. Elle est capable d'inventer une bataille de toutes pièces. Ou de citer un faux chercheur. Grave. Des articles scientifiques qui n'ont jamais existé, avec des vrais noms d'auteurs, le tout avec un aplomb incroyable. C'est vraiment le syndrome du menteur ultra confiant qui veut à tout prix te donner une réponse qui a l'air vraie. Et donc un prof formé, il connaît cette faille. Il sait que l'IA, c'est un beau parleur, pas un savant infaillible. Exactement. Et ça mène au deuxième pilier qui est détecter. Une fois que le prof a compris comment ça marche et où ça plante, il peut repérer les signaux d'alerte. Genre l'étudiant qui galère à l'oral mais qui rend une thèse de philo de niveau master. Voilà. La formation, ça développe cet instinct pédagogique. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est le troisième pilier. Le pilier adapté. Ah oui, c'est là qu'on renverse la table. C'est ça. Parce que faire la politique de l'autruche, ça sert à rien. Interdire l'IA, c'est mort. Les jeunes l'ont sur leur téléphone. C'est une bataille perdue d'avance. Totalement. L'approche recommandée, c'est d'utiliser l'IA comme un vrai levier pédagogique. On transforme la menace en outil pour développer l'esprit critique. Mais là, franchement, j'ai une interrogation. C'est super beau sur le papier de dire on va faire des devoirs augmentés par l'IA. Mais concrètement, qu'est-ce qui empêche l'étudiant de juste demander à l'IA de faire aussi l'analyse critique? C'est la vraie bonne question. Et c'est pour ça que adapter, ça veut dire changer complètement la méthode d'évaluation. On passe du devoir asynchrone, fait à la maison, à l'évaluation synchrone. En classe, donc. En classe ou à l'oral, prenons un exemple. Un prof d'histoire donne un sujet super complexe sur la géopolitique de la Première Guerre mondiale. Au lieu de dire « disserter pour la semaine prochaine », le prof utilise l'IA devant les élèves pour générer un premier jet. Ok, donc la machine sort un texte qui a l'air correct en quelques secondes. C'est ça. Le prof distribue ce texte. Et le vrai exercice, celui qui sera noté, c'est de traquer les failles. L'étudiant doit annoter le texte, trouver les biais, repérer les fameuses hallucinations, vérifier les vraies sources. Ah, j'adore l'idée. Et après, l'étape finale, l'étudiant doit défendre son analyse à l'oral ou sur table, sans écran. Là, on n'évalue plus un produit fini tout lisse, on évalue le cheminement intellectuel, la capacité à critiquer la machine. Mais c'est un changement de paradigme total. Le prof, c'est plus juste un correcteur de faute ou un flic anti-triche. L'IA devient une sorte de partenaire, ou de cobaye, et l'étudiant doit la déconstruire. Mais ça nous ramène à l'urgence de départ. Aucun prof peut orchestrer ce genre de truc s'il a peur de l'outil ou s'il ne sait pas l'utiliser. C'est impossible. C'est comme demander à quelqu'un de diriger un orchestre symphonique avec des nouveaux instruments, mais sans lui avoir appris le solfège. Bah oui, Orchestrer cette pédagogie augmentée, ça demande une vraie maîtrise. Savoir guider le jeune, valider si sa critique est bonne. Sans formation massive et indispensable, demander ça à un prof, c'est lui dire de sauter sans parachute. du coup, si on rassemble un peu tout ça, le message central de ces rapports est limpide. Refuser la formation des enseignants, ou même juste la repousser, c'est faire le choix d'enseigner pour un monde qui n'existe plus. C'est une démission en fait. Ouais, c'est accepter d'évaluer des illusions de compétences. Et les conséquences pour la société sont immenses. L'école, elle forme les esprits qui vont soigner, construire et diriger le monde de demain. Si dès l'université, on les habitue à déléguer toutes leurs réflexions à une machine, sans savoir la contester, On va droit dans le mur. mais vraiment, il faut absolument rétablir l'équilibre. Et ça passe inévitablement par des profs hyper bien formés qui reprennent la barre. Ce qui m'amène une réflexion finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent, une idée qui prolonge tout ce qu'on vient de dire. Je vous écoute. On voit que le prof doit devenir un guide de la pensée critique face à la machine, mais la tech évolue tellement vite. Imaginons dans 10 ans. Si l'IA devient capable, avec des modèles encore plus fous, d'analyser, de questionner, d'adapter sa pédagogie de manière ultra personnalisée pour chaque élève. Un tuteur socratique parfait, quoi. Voilà, avec une patience infinie et une culture illimitée. Quel sera le rôle de l'enseignant humain à ce moment-là?
Est-ce que l'école de demain va pas juste abandonner la transmission cognitive aux machines Ah oui, je vois où vous voulez en venir. pour ne garder de l'enseignant que sa dimension purement affective? L'humain serait juste là pour l'empathie, la motivation, la connexion émotionnelle. Un ancrage émotionnel dans un monde de savoir artificiel. C'est vertigineux comme perspective. Ça oblige vraiment à repenser ce que veut dire le verbe enseigner. Est-ce qu'on est juste des transmetteurs d'infos ou des créateurs de liens sociaux qui font grandir les gens? C'est une question fondamentale qu'on va laisser en suspens pour le coup. Mais en attendant que ce futur lointain arrive, il y a une certitude pour aujourd'hui. La mise à jour de notre système éducatif, elle peut plus attendre. Ah, ça, c'est une urgence vitale. Le monde a changé. Les outils ont changé. Et pour garder notre intégrité académique, la formation indispensable des enseignants, c'est maintenant. Merci d'avoir exploré tout ça avec nous aujourd'hui et que la réflexion continue. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.